C'est dur. Soutien total. Bonjour mes amis. On continue la mobilisation, on ne s'arrête pas. Allez mes amis, du côté de TikTok, on se connecte. Qui veut prendre la parole? Allez-y, si quelqu'un veut prendre la parole. Nous devons faire bloc. Vraiment, quand je dis bloc, nous devons faire bloc autour de notre champion. Maurice Kamto, qui arrivera à Paris le 31 mai prochain. C'est dans quelques semaines. Donc il faut que nous soyons prêts au rendez-vous. Bonjour, bienvenue sur la page de Bertie le Kamite, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avance malgré les vents contraires. En espérant que cette vidéo vous apportera un plus. Vie, force et santé à vous, pluie de bénédictions ancestrales. Bienvenue sur la page de Mumbeso Mbungbon, notable que je suis, porteur et propagateur du savoir ancestral, descendant de la dignité de ceux qui n'ont jamais trahi. Merci à vous, à mes amis de TikTok qui se connectent. Bonjour Patrick Alonso, bonjour, bonjour, bonjour. Luna, bonjour. Alors, je viens à peine de commencer le live. Je vais peut-être parler 10 petites minutes avant de donner la parole. Nous sommes à un tournant, n'est-ce pas, décisif de l'histoire de notre pays. Nous sommes dans une période très incertaine. Nous sommes dans une période qui va être le tournant, qui va décider de tout ce qui va se passer plus tard. Et demain se construit aujourd'hui. Ça commence aujourd'hui. Donc il y a des gens qui observent et pensent que nous sommes dans une blague. Sauf que d'ici peu, le tournant que ça va prendre, les gens vont comprendre. Pourquoi le président élu Maurice Kamto vient en diaspora le 31? C'est parce qu'il faut prouver aux yeux du monde, et Paris étant, n'est-ce pas, une plaque tournante, vu l'histoire, n'est-ce pas, qu'il y a entre le Cameroun et la France, et plusieurs pays africains d'ailleurs, l'endroit où il faut faire la démonstration de force, c'est Paris. Et Paris n'est pas choisi pour rien. Paris est choisi parce que c'est le cœur, finalement, de la lutte. Et à travers ce qui va se passer le 31 mai prochain, ça sera un message fort, un message puissant que nous allons envoyer à la France coloniale. C'est un message puissant que nous allons envoyer à Yaoundé. Déjà, ils sont en train d'infiltrer partout, à gauche, à droite. Ils sont en panique à Yaoundé. Ils se disent, oh, voilà encore Kamto. Qu'est-ce qu'il part organiser à Paris? Oh, il part à Paris chercher quoi? Oh, là, Paris, c'est le colon. Comme j'ai fait un décryptage l'autre jour, de la sortie des militaires qui disaient qu'ils vont tirer sur le peuple le moment venu. Si le peuple est tenté un peu dans les rues lors des élections, ils vont tirer sur le peuple. Partagez le live et invitez les autres. Tout le désordre que vous voyez chez nous, il y a une responsabilité de nos dirigeants locaux, les valets de la France, mais il y a aussi, on ne peut le nier, la main de la France qui colonise. Cette France coloniale dans tout ce qui se passe dans notre pays, le Cameroun. On va s'arrêter sur le cas du Cameroun pour ne pas s'étaler sur l'Afrique francophone. Encore que c'est une insulte de parler d'Afrique francophone. Nous avons divisé les populations africaines avec des réalités qui n'ont rien à voir avec notre continent. On parle aujourd'hui d'une Afrique arabophone. Depuis quand l'Afrique est arabophone?
Est-ce que vous avez entendu déjà parler de l'Arabie swahiliphone? Est-ce que vous avez entendu un Saoudien vous dire que non, il divise une partie de son territoire, il dit que non, ceci là, c'est une partie du Swahili, soit c'est une partie du Lingala? Vous avez entendu parler d'Europe lingalophone? Ça n'existe pas. Mais nous, les colonisés, nous avons accepté qu'il y ait chez nous une Afrique arabophone, donc d'influence arabe, notamment dans le nord, et pas seulement dans le nord de l'Afrique, mais une bonne partie de notre peuple qui a été islamisé et qui a accepté cette humiliation, parler d'Afrique arabophone. Vous avez des musulmans africains, quand on parle d'Afrique, ils vous disent clairement que non, ils sont arabes. Ils ont réussi l'exploit de couper leurs liens avec leurs propres ancêtres, leurs liens généalogiques avec leurs ancêtres, pour s'inventer une origine arabe. Vous voyez même parfois des nègres, qui vous disent que non, ils sont descendants du prophète Mohammed. Mais comment se fait-il que tu sois descendant du prophète Mohammed? Parce que la religion a fait son travail de lessiver les cerveaux, au point où l'Africain aujourd'hui se voit debout comme arabe. Il y a des Africains qui vous disent carrément qu'ils sont arabes. Allez voir les Mauritaniens qui vous disent carrément qu'ils sont arabes. Comme il y a une sœur mauritanienne qui est en crise en ce moment, à Ganisha, qui a une grosse crise identitaire et qui récemment s'exprimait dans un live en attaquant, n'est-ce pas, Ibrahim Traoré de génocider les peuples au Burkina. Mais qui non seulement s'attaque à Ibrahim Traoré, à raison ou à tort, mais ce qui m'a intéressé, ce n'est pas cette partie, ce qui m'intéresse, c'est le fait qu'elle fasse des publications pour dire qu'elle n'est ni africaine. On parle comme ça d'une africaine qui est mauritanienne, qui est noire comme toi et moi. Elle est même plus noire. Elle dit qu'elle n'est ni arabe, ni berbère, ni africaine, ni noire, ni rien. Elle est plus noire que moi, plus foncée que moi. Mais elle dit qu'elle n'est pas noire, ni arabe, ni rien. Elle est tout simplement Peul. Voilà le désordre. Voilà les conséquences, n'est-ce pas, de l'islamisation. Comme vous voyez de l'autre côté, les conséquences de la christianisation. Vous voyez une sœur de la Guadeloupe, comme vous pouvez même voir, ça peut être certains de nos sœurs qui sont directement sur le continent africain, vous disent que non, 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 je n'ai rien à voir avec l'Afrique. Je suis descendant de Bretons. Il y a des nègres leucodermisés qui vous disent que non, ils ont des origines bretonnes. Tu vois un Martiniquais, un Guyanais, ou je ne sais pas, non, 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 je n'ai rien à voir avec l'Afrique. Comme le grand Senghor lui-même s'inventait 3 gouttes de sang portugais. Donc, aujourd'hui, on a une Afrique lusophone, colonisée par le Portugal, où on parle portugais, l'Angola, Sao Tomé et Principe, Guinée-Bissau. Et oh non, il y a une Afrique lusophone, il y a une Afrique francophone, il y a une Afrique anglophone, il y a une Afrique lusophone et tout. Mais quel désordre! Quel continent sérieux peut tomber dans ce genre de piège? Diviser ses propres réalités territoriales, géographiques et tout, avec, n'est-ce pas, des considérations linguistiques qui sont venues d'ailleurs. C'est un grand danger qu'ont fait les intellectuels africains. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour empêcher cela? Donc, pour revenir au sujet du jour, pourquoi le président Maurice Kamto vient à Paris? Il y a mon frère Dark Rock. Malambo te Punkrente. C'est le notable qui parle comme ça. Bon notable de Dieu. Mélangé avec les petits lilliputiens là qui parlent parce que le combat nous a mélangés. Motema Donaldine, salut. Bon, c'est un vrai sujet, mais bon, ce n'est pas le but d'aujourd'hui. On pourra parler de ça, j'ai l'habitude d'en parler. Mais revenons sur le cas Maurice Kamto, qui viendra à Paris le 31 mai prochain. Je vous attends tous au rendez-vous. Je vous attends tous à ce grand rendez-vous. Donc, c'est très important d'aborder ce genre de sujet. Nos intellectuels n'ont pas fait leur travail. Bonjour mon grand frère, Jean-Jacques Vidéo. Nous avons échoué.
Et cette génération-là a une lourde responsabilité dans tout ce qui est arrivé sur notre continent. C'est pour ça, d'ailleurs, je faisais une vidéo la dernière fois, j'ai intitulé cette vidéo « Nous n'avons pas de leçons à recevoir des anciens ». Si on reste sur le cas du Cameroun, les gens qui ont 50 ans ou 60 ans viennent donner des leçons à la base. Vous donnez des leçons à la base par rapport à quoi? Vous donnez des leçons à la base sur la base de quoi? Au nom de quoi? La base est née en 2018. Là-bas, ce sont les enfants, c'est les yéyés qui sont nés dans les années 80, 90, jusqu'à certains même qui sont nés dans les années 2000. C'est des gens qui sont nés hier. Ils se battent comme ils peuvent avec les petits moyens de leur époque. Vous étiez où dans les années 80 pour chasser Paul Biya? Vous étiez où dans les années 90 où Biya était encore fragile? Biya venait d'arriver en 82 au pouvoir. Il est dans le sérail certes depuis 62, mais il n'était pas président de la République. Il avait des postes clés comme premier ministre, ministre et tout. Vous l'avez laissé prendre le pouvoir en 82. La France a joué son rôle, comme vous connaissez, dans quelles conditions Biya est arrivé au pouvoir avec la complicité d'Albin Chalandon, Loïc Le Floch-Prigent, qui ont travaillé à le maintenir, la France-Afrique de Jacques Faucard et tout le reste, on ne va pas revenir dessus. Vous connaissez toutes ces choses-là. La génération de l'époque avait la responsabilité de ne pas laisser Biya installer ses tentacules sur l'ensemble du territoire. Plutôt que de le contrôler. Qu'est-ce que nos aînés ont fait? Qu'est-ce que nos papas, nos mamans, nos grands-parents ont fait? Ils ont laissé Biya installer ses tentacules partout. Biya est passé pratiquement dans toutes les chefferies où on lui a donné le pouvoir. Partout où il passait, il était honoré. On lui disait que non, papa, prends ça. Va là-bas devant nous représenter. Mais Biya allait représenter lui-même et son clan. Il n'a représenté personne. Même pas ses propres frères Boulou, qui n'ont pas d'eau, qui n'ont pas d'électricité, qui n'ont pas de route, qui n'ont pas de centre de santé, qui n'ont rien du tout. Quand vous allez même dans sa région, même natale, les gens se battent là-bas pour juste avoir de quoi manger. Alors qu'il est président depuis 43 ans. Il a choisi quelques-uns comme ça dans le tas, à qui il a remis des postes à haute responsabilité. On te nomme directeur par-ci, ministre par-là, ambassadeur à gauche, à droite. Et ceux-là se chargeaient de donner, de redistribuer cette richesse-là aux gens de leur environnement, de leur entourage. Ça s'arrêtait là. Mais l'écrasante majorité des populations qui sont dans l'air culturel Fambeti, Boulou, souffrent au même niveau que ceux qui sont dans l'air culturel Sawa ou bien Grassfield, ou bien dans le Grand Nord. Il aurait fallu stopper. Je te fais mon chapeau, mon général, Sergi Nicanor. Bertie le Kamit ne cesse de t'honorer tous les jours. Même quand tu n'es pas dans mes lives. Il faut savoir que je parle beaucoup de toi et tu le sais. Je t'honore pour le combat que tu as apporté. Je t'honore pour cette lutte que tu as menée jusqu'ici. Et je te dis bravo. Voilà les braves combattants sur le terrain. Intrépides. Imperturbables quand ils sont sur le terrain. Dans la lutte, combien connaissent Sergi Nicanor? Combien? Combien connaissent qui est Sergi Nicanor? On a fait la part belle, on a déroulé le tapis rouge aux gens dans le combat. Pourquoi? Parce qu'ils font des directs. Comme les autres ne font pas les directs, c'est comme s'ils n'étaient pas combattants. Ils sont moins combattants que les autres parce qu'ils n'organisent pas les directs comme nous. Quand on arrive souvent sur le terrain, ce qu'on voit n'a rien à voir avec ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Il y a des gens là, vous voyez sur les réseaux sociaux, ils parlent. Dès qu'on arrive là, il y a le choc. Ils fuient. Et ceux qui sont souvent devant sont les non-name. Voilà les gens qui ont porté le combat. C'est pour ça que je m'arrête 2 minutes pour lui rendre hommage. Un brave combattant qui ne s'est jamais plaint de rien. Jamais. J'espère que tu seras là le 31, Sergi Nicanor. Brave combattant. Il aurait fallu stopper Paul Biya depuis cette époque-là. On a laissé 82. On a laissé 84 avec le faux coup d'État que tout le monde connaît, qui n'a jamais en réalité été un coup d'État.
Biya de l'intérieur, avec les SBI, a monté un faux coup d'état de l'intérieur qu'il a laissé. Il a laissé faire. Et le moment venu, il a pris un contre-pied. Ceux qui étaient dans l'action, qui étaient dans l'histoire à l'époque et qui étaient au devant de la scène, comme les Semengue aujourd'hui, quand on lui pose les questions sur ce qui s'est passé en 84, lui-même ne sait même pas répondre. Il dit une chose aujourd'hui, demain il dit le contraire. Il se trompe à chaque fois. Il était question ici d'écarter les fidèles d'Ahidjo qui étaient encore dans le gouvernement. Beaucoup étaient dans la gendarmerie, beaucoup la police, mais surtout dans l'armée. Beaucoup étaient aussi dans l'administration. Des gens qui avaient été placés. On comptait plus de 1500 à 2000 personnes, voire plus même encore. Et Biya, étant issu d'une ethnie ultra minoritaire, voulait prendre le contrôle. Et on observe un Biya qui à l'époque a envie de bien faire les choses en 82, 83, 84. C'est à partir de 84 maintenant qu'il prend un tout autre virage. Où il n'a même plus le choix, il est pris en otage. Par le clan qu'on appelle la grande nébuleuse, qu'on appelle le clan des Essingans. Et ceux qui étaient derrière ça, c'était les Gilbert Tsungi Hanze. Ce qui était ça, c'est celui qui est mort récemment, qu'on appelle Hubert Mononjana. Ils sont nombreux comme ça, je peux vous citer beaucoup de noms. Qui à un moment ont dit à Paul Biya, c'est notre tour. Nous allons nous installer aussi et manger. Parce que les nordistes ont mangé pendant 25 ans. Maintenant, c'est notre tour. Et c'est comme ça qu'on puisait l'argent dans les caisses de l'État. On puisait partout pour donner aux gens qui n'avaient aucune expérience sur le plan commercial. Les anciens de cette époque-là savent de quoi je parle. Il y a eu à une époque à Yaoundé des centres commerciaux appartenant aux gens qui étaient dans le clan de Paul Biya, le clan des Essingans. Il y a eu même des agences de transport, il y a eu des boutiques, il y a eu plein de trucs comme ça qu'on a ouvert à gauche, à droite, sans qu'on ne sache d'où l'argent venait. Ces gens-là n'étaient pas capables de justifier la source de leurs revenus. Et ils ont été comme ça placés tous dans le système. L'objectif étant de faire barrage à ceux qu'ils appellent les gens de l'Ouest, à qui on a redistribué des milliards. Comme Ahidjo lui-même à son époque faisait, avec les Aladi. Il y a même un concept là qu'on appelle, les anciens se souviennent très bien, le concept de Aladi, les Aladi morts, quelque chose comme ça, le faux mort d'Aladi. Où les gens partaient déclarer, ils prenaient des grosses sommes d'argent qu'Ahidjo donnait à ses frères. Il partait encore lui-même déclarer qu'il est mort. Donc tu vas toi-même, tu déclares que tu es mort. Et le lendemain, on dit, bon, la dette est effacée parce que le monsieur n'est plus en vie. Mais on vient de voir un grand centre commercial qui a ouvert en ville. On vient de voir une grande plantation qui a été créée par le même monsieur qui se balade partout dans la ville avec des grosses voitures. C'était l'argent de l'État. Lui-même est allé déclarer qu'il est mort alors qu'il est en vie. Donc, à cette époque-là, maintenant, les gens qui sont autour disent que les autres ont mangé pendant 25 ans. C'est notre tour aussi de manger. Et maintenant, ils mangent depuis 43 ans. Avec, bien sûr, quelques poches des gens qui viennent du Nord, quelques poches des gens qui viennent du Grassfield, des poches des gens qui viennent de l'air culturel Sawa. Ils se sont mis ensemble avec le grand Manito, qui est là, qui est Paul Biya, qui est au cœur de ce système-là qui a détruit notre pays pendant 43 ans. Les 10 premières années encore, on se disait que peut-être on peut sauver quelque chose. Mais Biya a pris un virage très dangereux à partir de 84. C'est pour ça qu'en 92, les gens se sont dit, ce type-là, il faut qu'il parte. Parce qu'il avait déjà privatisé une bonne partie des sociétés. Il avait vendu d'autres sociétés. Il y a beaucoup de sociétés qui avaient fait faillite et tout ça. Voilà comment ça fonctionnait. Général Barat, bonjour à toi. Et donc aujourd'hui, les anciens là n'ont pas fait leur travail. On a laissé Biya en 92 avec un bandit qu'on appelle Ni John Fundi. Les Camerounais ont perdu goût à la politique. En 1992, il y a une élection, alors que Ni John Fundi n'est pas Bamileke, Ni John Fundi est porté majoritairement par le peuple Grassfield. Il est porté par les Sawa, il est porté par une bonne partie de la population. On dit c'est lui, celui-là qui va nous sauver. Il va face à Paul Biya, il gagne dans les urnes. Mais c'est un égoïste qui ne pense qu'à lui et il ne pense pas à l'avenir
de tout un pays. C'est pour ça que j'ai dit que ces gens de cette génération-là, ils ont une lourde responsabilité dans ce qui est arrivé dans notre pays. Et ils ne peuvent pas aujourd'hui, en aucun cas, donner des leçons aux combattants de la base que nous sommes. Nous sommes les enfants de Yéyé, nous nous battons avec les moyens de notre époque. Et nous ne voulons pas recevoir les leçons des gens qui ont eux-mêmes échoué ou bien des leçons des gens qui n'ont jamais rien tenté. Ce n'est pas possible. Ni John Fundi gagne dans les urnes. La France s'accroche comme à l'époque, elle pensait que ce n'était pas normal qu'on mette Aïdjo, qui est nordiste, Peul, population minoritaire, dans un pays majoritairement bantou. Il n'était pas normal que ce pays-là soit dirigé par Amadou Aïdjo. Voilà les craintes de l'époque. Ils se disent, mais est-ce que c'est normal? Et voilà finalement ce qui va se passer. Comme à l'époque en 92, pour les Français, il n'est même pas concevable, il n'est même pas pensable qu'on mette quelqu'un au pouvoir qui est anglophone, qui soit anglophone. Un anglophone qui va venir diriger un pays majoritairement francophone. Et qui a plus les intérêts avec d'autres puissances et non avec la France. Donc on a dit ni John Fundi est un danger. Les Français ont dit John Fundi est un danger pour nos intérêts. Et il menait la lutte. Il était à Tarikong là-bas à Bamenda. Il n'était pas à Yaoundé, au cœur même. Comme Paul Biya, comme aujourd'hui là, Maurice Kamto. Et Kamto à l'époque soutenait ni John Fundi. Était dans la campagne, il soutenait ni John Fundi. D'ailleurs, il y a eu un collectif à l'époque qui s'était créé, dont Maurice Kamto était l'un des leaders. Et voilà comment, au moment de faire ce que Maurice Kamto a fait en 2018, qu'on appelle le contentieux post-électoral, Maurice Kamto a traîné le Cameroun, l'État du Cameroun à la Cour constitutionnelle pour que ces choses-là soient débattues. Il a dit, j'ai gagné et je vais défendre ma victoire. Quand on a demandé à Ni John Fundi de faire la même chose en 1992, il a dit, on a dit, Ni John Fundi, l'Amérique est avec toi et les Américains veulent te soutenir, ils veulent te porter. Il a dit, on a de Gimi Moni. Il y a un collectif d'avocats qui s'est formé et qui voulait porter le problème à la Cour constitutionnelle. Ni John Fundi a dit non. Dites-leur que j'ai besoin d'argent. Biya, sachant corrompre tout le monde, a fait le job. On a ramené les caisses, les mallettes d'argent, il a pris. Il est allé créer sa plantation là-bas avec ses bœufs et tout. C'était un ancien libraire hein, qui n'a pas de formation intellectuelle, culturelle ou quoi que ce soit. Ce n'est pas quelqu'un qui était formé en tant que tel. Mais qui a eu le mérite à son époque de mener une lutte mais incroyable, à la suite de ce que l'UPC avait fait. Ni John Fundi s'est battu en 92. Et progressivement, on a senti le même John Fundi qui était en train de faiblir. La preuve, à sa mort, qui a allé enterrer Ni John Fundi, c'est le RDPC. Qui a organisé le deuil de Ni John Fundi, c'est le RDPC. Sa femme, paix à son âme, sa femme quand elle était malade, quand elle a été soignée en Suisse, par le gouvernement camerounais, par le même RDPC qui était à son chevet, jusqu'à sa mort. Jusqu'à la mort de Ni John Fundi lui-même qui a été enterré par les caciques, tous ceux que vous voyez, les caciques du RDPC, c'était au deuil. Où étaient les populations qui soutenaient John Fundi à l'époque? Non, ces populations ont été déçues. Donc, toutes ces périodes-là, les gens ne se sentaient pas bien en ce qui concerne la chose politique. Les gens se sont dit quelque part, mais non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Donc, les gens ne s'intéressaient pas à ces choses-là. Ils se sont dit, on a été trompé. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut attendre l'éclosion d'un nouveau leader politique charismatique. C'est pour ça que les élections, quand on dit que non, Paul Biya n'a jamais gagné une élection au Cameroun et tout, en réalité, ce n'est pas vrai. Le seul moment où Biya a été secoué, c'était en 92. Et il a donc combattu ce que les intellectuels du clan Essinga ont mis en place par les fameux Ndongo que vous voyez. Ils ont appelé avec comment on appelle celui qui est mort récemment ici à Bordeaux, Joseph le père de l'autre là, au Nangini. Joseph Owona.
Ils ont donc mis, donc en dehors du concept d'ethno-fasciste qui avait été mis en place par Humain Mononjana, il y a maintenant d'autres concept qui vient, qui est le système, l'axe qu'ils ont appelé l'anglobamie. Et c'est à l'époque là qu'il y a une marginalisation terrible des anglophones et des bamileke au Cameroun. Biya voit qu'il a perdu une bonne influence et qu'il a même failli perdre son pouvoir à cause des anglophones et des bamileke qui se sont mis majoritairement derrière Ni John Fundi. C'est là où il dit, bon, ces gens-là, je veux leur... Tous les milliardaires bamileke là, ils faisaient ce qu'on appelle le redressement fiscal. Tu entends un matin, on dit ton entreprise doit 500 millions de francs CFA à l'État. Toi, là-bas, tu dois 2 milliards à l'État. Toi, tu dois 600 millions à l'État. Ces entreprises-là ont failli couler. Et il y a eu des négociations. Et c'est grâce à ces négociations-là, bonjour mon frère de combat à Bolt. Et c'est grâce à ces négociations-là que finalement, certains ont pu récupérer le peu qui restait. Sinon, ces gens-là chutaient tous. Et bien, décide et dit, tous ces milliardaires-là, désormais, vous faites partie de mon clan. Soit vous travaillez avec moi, soit vous êtes mes ennemis. Souvenez-vous de quelques gens qui avaient essayé un peu de résister à Paul Biya, comme Kadji de Fosso. Il a reçu non seulement un redressement fiscal, Biya a monté des mercenaires des services secrets camerounais, du clan des Essingam, encore une fois, à qui on a fabriqué des fausses cartes d'identité avec des noms bamileke. On a infiltré 2. Bonjour, Michael Demi. À l'hôtel Accor, qui appartenait à qui appartenait à Kadji de Fosso. On va donc monter ces gens qui vont venir nuitamment louer une chambre. Et à un certain moment, ils vont sortir, ils vont mettre du feu, ils vont sauter de l'autre côté, ils vont sortir de l'autre côté partir. Ces 2 membres des services secrets camerounais seront poursuivis, pourchassés dans les quartiers. On va arrêter un, il y a un qui va s'échapper. On va lui demander que, mais attends, tu sors d'où? Tu as une carte d'identité bamileke. Tu ne parles aucune langue bamileke. Ton nom que tu portes là, et vous savez, le problème de filiation en pays bamileke, c'est très simple. Il suffit de donner ton nom. À partir de ton nom, on remonte à ton père, ton grand-père, grand-mère, tout ça, tout ça. Il est très facile de te dire même dans quel quartier tu viens au village, dans quelle maison ton père, ton arrière-grand-père était sorti. Il y a des gens là que ça, c'est leur métier. Ils maîtrisent tous les lignages. On se rend compte que finalement, c'est des gens qui ont un accent. Et quand ils étaient missionnés par l'État, il était question de faire que tous ces milliardaires-là penchent dans le clan du RDP, sinon ils perdaient tout. Les Camerounais ont perdu goût à la politique. Soit un militaire prendra le pouvoir, soit ça sera la partition du Cameroun. Faites comme vous voulez. Ça, c'est votre problème. Tout ce que vous racontez là, ça vous regarde. Le jour où le peuple va faire bloc, c'est ce peuple-là qui va décider. Ce n'est pas un militaire. Vous croyez que c'est par tous les coups d'État qui marchent? Je réponds à mon ami, à quelqu'un qui a commenté ici sur TikTok qui s'appelle mon ami. Vous savez ce qui s'est passé au Burkina Faso? Il y a Damiba qui a fait le coup d'État. Il y a aussi Gilbert Diendéré qui a tenté le coup d'État. Le peuple ne l'a pas suivi. Donc ne pensez pas que quand il y a coup d'État, forcément le peuple va suivre. Attention. Tu peux tenter le coup d'État, ça ne marche pas. Le coup d'État au Burkina Faso, dès qu'on a entendu Gilbert Diendéré, le complice même qui était à l'origine de la mort de Thomas Sankara. Mais tu ne peux pas toucher l'âme de Sankara au Burkina. Dès que tu as le moindre pépin, avec le nom seulement Sankara, on ne veut pas entendre parler de toi. Donc voilà ce qui s'est passé. Diendéré a tenté, ça n'a pas marché, il est en prison. Vous croyez qu'on prend on fait les coups d'État comme ça parce qu'on peut payer. Je peux vous parier ici. Et je le dis ici depuis des années. Quelqu'un tente un coup d'État au Cameroun. S'il n'est pas celui-là que nous voulons, le peuple ne va pas adhérer et il n'ira nulle part. Même ce qui se passe au Gabon là.
C'est parce que le peuple a adhéré, le peuple a laissé faire et le peuple a légèrement observé. Et au bout d'un moment, on s'est dit, celui-là, il peut faire l'affaire. Il ne faut pas seulement voir parce que c'est la France qui est venue faire le coup d'État. Non, il y a la validation intérieure d'abord, c'est ce qui compte. La France a tenté la même chose au Mali, ça n'a jamais marché parce que le peuple malien a dit, cette histoire ne fonctionnera pas chez nous. Nous avons décidé de prendre Assimi Goïta. J'ai dit bien, avant que Ibrahim Traoré ne vienne faire son coup d'État, il ne faut pas oublier, donc vous pouvez penser à votre coup d'État que vous voulez faire à l'intérieur du système pour remplacer Biya par un militaire de votre clan et tout. N'oubliez pas qu'à l'intérieur même de l'armée, il y a des gens qui vont se lever pour dire que stop. Et pour faire que ce pays-là soit en paix, il ne faudra pas un écran dans ces choses-là. Parce que si vous commettez l'erreur de prendre un écran, vous mettez devant, vous avez détruit le Cameroun. Et ça va se détruire complètement, quitte à ce qu'on reconstruise plus tard. N'oubliez pas, comme vous êtes donc têtu, vous ne voulez pas entendre et vous croyez exactement que non, le Cameroun vous appartient parce que c'est vous qui avez l'acte de naissance du Cameroun. Vous pouvez vous permettre ce que vous voulez parce que vous êtes écan, votre frère est au pouvoir et vous êtes à tous les postes clés de l'administration. Je rappelle que même si vous avez tous les postes clés, comme dans l'administration centrale, dans l'armée, c'est les écans qui contrôlent, la gendarmerie, la police, les impôts, la douane, les ministres, les ambassadeurs, vous avez pratiquement tout le Cameroun pris en otage par les écans. Ne vous méprenez pas. Ne vous méprenez pas. À l'intérieur même du système, il y a ceux qui ont décidé, et le cas du Cameroun est un cas particulier. Ça n'a rien à voir avec d'autres pays. Vous allez voir la folie des Camerounais le moment venu. Continuez. Parce qu'il y a des gens là qui rêvent. Je dis bien, si vous voulez la paix et la stabilité au Cameroun, il ne faut même pas que dans les 10, 15, 20 prochaines années, qu'un écan pense qu'il peut remplacer Paul Biya. Je dis bien, je le dis sur la place publique ici depuis des années. Et il y a l'un des vôtres qui a compris ce piège-là, qui s'appelle Aristide Mono Njana. Aristide Mono, pardon. Rien à voir avec l'autre. Il avait fait une sortie une fois pour expliquer quelque chose que j'explique ici depuis des années. Je n'ai pas la prétention de dire que pour qu'il fasse cette sortie-là, il m'avait écouté. Non, 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 je ne suis pas à son niveau sur le terrain politique. Il est docteur en sciences politiques. Quand il parle, il a une grosse expérience. Il sait de quoi il parle, Mono Njana. Aristide Mono, pardon. Si vous voulez la paix et la stabilité, à un moment, Ahidjo pouvait remettre le pouvoir à son fils. Hein. Ahidjo a un grand-fils qui a la cinquantaine, soixantaine aujourd'hui. Hein. Plus même. Hein. Le fils d'Ahidjo, là, j'ai oublié son nom. Ahidjo pouvait donner le pouvoir à son fils. Ahidjo étant lui-même du Nord, il a dirigé pendant 25 ans, de 58 à 82. Il était là. À un moment, il a pensé que non, il faut qu'on laisse le pouvoir. Il a transmis le pouvoir à quelqu'un du Sud. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe derrière? Il a transmis le pouvoir à quelqu'un du Sud. Aujourd'hui, quelqu'un du Sud, quand il dit Sud ici, n'entendez pas le Sud, région du Sud, hein, le Grand Sud, donc toute la partie Sud Cameroun. Et après ça, après avoir fait 43 ans, on voit le système qui est en train de travailler pour remplacer Biya par un autre Biya. Et des gens qui montent sur les plateaux de télévision au Cameroun pour dire que nous sommes de la race des seigneurs. Et c'est nous qui méritons de diriger parce que nous sommes nés pour diriger. Les autres doivent seulement suivre nos pas. Une tromperie encore d'un prêtre qui s'appelle Philippe Labutte Tolra, qui à l'époque vivait dans la zone Écan, et qui avait écrit un bouquin là-dessus en traitant, n'est-ce pas, le peuple Écan, le peuple des guerriers et le peuple de la race des seigneurs. Vous les entendez aujourd'hui sur les plateaux télé, vous les entendez les jeunes égarés sur TikTok, vous dites que non, nous sommes nés, c'est dans le sang, c'est nous qui dirigeons le Cameroun depuis 43 ans, et les autres sont des peuples inférieurs. Il y a une sorte de gentleman agreement qui doit être prise en compte. Et pour désamorcer les tensions dans un pays, souvent c'est comme ça que ça se passe. On crée des alliances.
Mais comme il y a des gens qui ne veulent pas écouter, ce qui va se passer au Cameroun va se passer. Et vous allez voir le premier test. Commettez l'erreur de dire que Maurice Kamto n'est pas candidat aux élections présidentielles. Vous allez voir ce qui va se passer. Vous allez voir la folie des Camerounais. Continuez. Continuez à dire que non, Biya, après Biya, ça sera un autre Biya. Vous savez comment ça se passe au Nigeria? Au moment où nous parlons, le président Bola Tinubu c'est un Yoruba. Et je vous parle ici de la réalité du pouvoir en Afrique. Loin de ce que les gens lisent dans des livres ou loin de ce que les gens écoutent dans les médias et toutes ces conneries à l'occidental et tout. L'Occident a 2-3 siècles d'avance sur nous sur le terrain de la démocratie, ou du moins de leur système politique qu'ils ont inventé qui s'appelle la démocratie. Les Occidentaux n'ont pas de leçons à nous donner sur le terrain politique. C'est nous qui avons inventé la politique, l'art de gérer la cité. C'est nous qui avons inventé les sciences, c'est nous qui avons inventé l'art et tout le reste. On n'a rien à apprendre d'eux sur ce terrain-là. Mais je parle de ce qui est le système politique qui s'est finalement imposé aujourd'hui dans une bonne partie du monde, qui s'appelle le système démocratique occidental. Il faut comprendre que les Occidentaux ont cette large culture et ne tombent pas dans certains pièges. Vous voyez, en France où je vis, Emmanuel Macron il est de Amiens, c'est-à-dire ici en Picardie. Macron a gagné, je crois, à 75-80% en Picardie, en 2017, quand il devenait président. Qu'est-ce qui s'est passé en 2022? Il a promis tellement de choses, Macron a déçu beaucoup de Français. Comme pour vous dire qu'ils ont une large culture politique. Ils ont compris qu'Emmanuel Macron avait trahi, il n'a pas fait le job. Dans la même Picardie où Macron a été voté. Vous savez qui a gagné en Picardie en 2022? C'est Jean-Luc, c'est Mélenchon. Mélenchon est venu gagner sur le fief même, le territoire, le fief même d'Emmanuel Macron. Parce que les gens là-bas ne sont pas bloqués dans une affaire du village. Je vote parce que c'est mon frère du village. Or, les mêmes gens qui se plaignent dans la zone Ekan depuis des années, en disant que, bon, voilà, on se plaint. Vous avez vu la fameuse vidéo, oh, yo, la famine va tuer les gens au Cameroun, oh. La maman là qui sort avec l'habit du RDPC. Oh, la famine va tuer les gens au Cameroun. Oh. Écrit, écrit, écrit. Mais la même dame, si tu lui donnes le vote Kamto, tu lui donnes peut-être Issa Chiroma, ou bien tu donnes, je ne sais pas, je ne peux pas Sambaka, tu dis, bon voilà, vote. Elle va voter Paul Biya. Parce que Paul Biya, c'est le frère du village. Il faut donc sortir de cette logique. Vous voyez comment les gens font? Ici, les gens vont demander c'est quoi le coût de la vie, le panier de la ménagère. Qu'est-ce que vous allez pouvoir apporter sur le plan de l'emploi parce qu'il y a beaucoup de chômage en France? Qu'est-ce que vous allez pouvoir apporter sur le plan sécuritaire parce qu'il y a les sécurités qui gangrènent nos grandes villes notamment? Qu'est-ce que vous allez apporter au niveau du droit des femmes, des choses comme ça? Les gens vont aborder les questions concrètes. Non, chez nous, les gens ne sont pas dans ce raisonnement. Celui-là, c'est mon frère. Je vais voter aveuglément mon frère parce que c'est mon frère du village. Au Nigeria, il y a eu tellement de sang qu'à un certain moment, pour se prémunir de ce genre de désastre, ils ont dit, ça ne peut pas continuer comme ça. Les politiciens se sont assis, ils ont réfléchi ensemble, ils se sont posé des vraies questions. On a un pays divisé entre les musulmans et les chrétiens. On a également un pays divisé entre tribus, notamment les grandes tribus comme les Haoussa du Nord, qui sont dans le Grand Nord, ceux qui sont sur la côte, qui sont les Yoruba, et les Igbo. Ils se sont dit, à un moment, il va falloir qu'on crée des alliances politiques pour éviter que le sang coule. Ce qui se passe au Nigeria, là, on n'est pas dans les élections libres et transparentes, démocratie, comme vous entendez. Hein. C'est qu'à un moment, les gens se disent, pour éviter un certain nombre de choses, faisons comme ceci pour préserver la paix sociale. Et si les Ekans sont donc sages, qu'ils ne tentent jamais au Cameroun, après 43 ans de Biya, de mettre un autre Ekan. C'est là où le Cameroun va péter. Et ça va sortir comme ça va sortir. Vous avez vu Bola Tinubu, je vous disais. Il est Yoruba. Et il y a une partie Yoruba musulmane et il y a une partie Yoruba chrétienne. C'était d'abord l'autre qui était là.
Boari. Boari est du Nord. Boari a laissé le pouvoir. Quand il y avait les élections récemment, ils se sont déjà préparés. Il y avait Peter Obi, qui est Igbo. Il a essayé. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand il fallait voter massivement, ceux qui sont du Grand Nord se sont dit, bon, on va confier le pouvoir à Bola Tinubu. Et il y a ceux qui sont Yoruba, évidemment les Yoruba musulmans, qui ont penché pour l'autre. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette alliance entre les musulmans Yoruba et les musulmans du Nord qui sont Haoussa, en général. Il y a les Kanouris et tout ce mélange-là. Mais prenons ça comme ça dans un grand ensemble. Ils se disent pour préserver la paix. À un moment, il y a des choses, vous voyez, il va prendre derrière lui maintenant le vice-président du pays. Le vice-président sera un chrétien. Et qui ne sera pas forcément un Haoussa, qui ne sera pas forcément un Igbo, un Yoruba. C'est comme ça qu'ils essayent de structurer et d'organiser les choses. Quand c'était Goodluck Jonathan est quoi? Il est issu de l'ethnie ultra minoritaire. Ils ne sont même pas nombreux au Nigeria. Ils sont ceux qu'on appelle les Ijao. Mais demandez-vous comment quelqu'un comme ça a pu gagner les élections dans un pays qui fait 300 millions d'habitants. Et il est issu d'une population qui n'a même pas 10 millions d'habitants. Il dit bien sûr les 300 millions, les Ijao au Nigeria, ils ne représentent même pas 10 millions. Mais il a été président au Nigeria, Goodluck Jonathan. Vous voyez, après on a fait venir, Igbo est arrivé, il y avait l'ancien président qui était déjà Igbo, et tout, c'est comme ça qu'ils essayent. À un certain moment, on s'est dit, le Nigeria c'est notre terre, les richesses de ce pays, ça nous appartient. À nous de nous battre pour maintenir ces richesses-là, quitte à ce qu'on fasse même une sorte de rotation même du pouvoir, pour préserver la paix sociale. Quand vous allez vous asseoir même sur les plateaux télé, vous écoutez les BN News et tous ces trucs que le RDPC a créé, tous ces machins-là, vous allez sur TikTok, vous écoutez les jeunes Camerounais, mais vous êtes choqués d'apprendre que vous avez des Camerounais qui ont la quarantaine, la cinquantaine, qui montent dans des directs avec des jeunes et ils leur mettent des choses dans la tête. Que les Sawa, c'est les qui pour diriger ce pays? Depuis quand un Sawa peut penser qu'il va être président au Cameroun? Depuis quand un Bamileke peut penser qu'il sera président du Cameroun? Et vous avez des gens qui tiennent des discours comme ça depuis des années. Et là, je vous parle seulement du menu fretin. On remonte un peu plus haut, vous allez voir les intellectuels qui ont pensé et qui ont conçu cette question. Est-ce que les gens comprennent pourquoi moi j'insiste sur le problème du tribalisme depuis des années ici sur ma page? C'est parce que c'est le fond du problème. Les gens ne veulent pas vous dire la vérité, ils font semblant. Au plus profond d'eux, ils sont tyrannisés, au plus profond d'eux, ils sont tiraillés par des instincts tribaux, des instincts, les bas instincts, le bas astral. Dans leur cœur, c'est ça. Il ne faut pas que l'autre soit parce qu'il est de telle tribu. Tout ce que Kamto subit jusqu'aujourd'hui, ce n'est pas pour deux choses. C'est parce que Kamto est Bamileke. Et si les gens ne veulent pas faire face à ces réalités-là, ça c'est leur problème. Nous, on dit les choses telles qu'elles sont et on passe à autre chose, on avance. L'initié que je suis ne peut jamais avoir peur de parler devant un non-initié. Jamais. Ils peuvent ne pas être contents, ils vont s'agiter, ça va s'arrêter là. Et quand nous parlons, nous démontrons ce que nous disons. C'est sur la base des documents, sur les faits. Les faits sont là et les faits sont têtus. Vous croyez que tous ces gens-là ne comprennent pas ce qui se passe? Que quelqu'un commet une erreur, quelque chose comme ça, dans une autre partie du territoire, on vient, on tire sur les gens, on tue les gens. Mais vous voyez l'organe, le jour ils appellent ça quoi là, le réorganisation, les installations des unités de base de quoi, du RDPC et tout. Les populations se lèvent pas te brûler une sous-préfecture à Bengbis. On attaque le préfet, le sous-préfet. On attaque des villages entiers, des installations de la République. Ils se bagarrent entre eux jusqu'à ce que les armes sortent. Mais comme c'est entre eux le RDPC, ça ne pose aucun problème parce que ils confondent le RDPC avec l'État. L'État, c'est le RDPC. Le RDPC, c'est l'État. En fait, c'est mélangé, quoi. Il n'y a pas de frontière, finalement, entre les caisses du RDPC et les caisses de l'État du Cameroun. Ce qui appartient au peuple camerounais, ils ne font même pas la différence.
comme le tonneau-vide militaire qui a tenu ce discours-là la dernière fois, que Kamto n'a rien dans les caisses. Est-ce que Kamto peut faire la force face au RDPC? Il est militaire, il n'est pas formé. Il ne sait même pas qu'il y a une différence entre les caisses du RDPC et les caisses de l'État. Donc, il pense que, clairement, le RDPC a beaucoup d'argent et le RDPC va combattre Maurice Kamto du MRC avec les moyens de l'État. Voilà ce qu'on a fait de notre pays, le Cameroun. Vous comprenez pourquoi quand tu étais idiot à l'école, que tu étais tonneau vide, on disait que dis donc, envoyez-le dans l'armée quelque part là-bas. C'est à cause des choses comme ça. Il faut être sérieux. Il y a des intellectuels qui sont assis, qui pensent, qui repensent toutes ces questions-là. En France, vous voyez la même chose un peu partout. Les gens pensent, ils repensent des choses. Parce qu'on veut le bien de tous. Et c'est ce qui compte finalement. Non, 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 non. Vous avez des gens qui pensent dans leur tête qu'ils sont des êtres supérieurs et les autres sont des êtres inférieurs. Et il ne faut surtout pas aborder cette question. Dès que tu abordes ça, on te tombe dessus. Ah, c'est un tribaliste. Parce que vous dites ça, vous croyez que ça fait peur à qui? Vous avez vu ce qui s'est passé à Meyo Centre récemment. Meyo Centre. Des populations se sont levées. Les populations ont attaqué des gens parce que Bamileke, on a attaqué à gauche, à droite. On a insulté sur les plateaux de télé. Les gens ont multiplié des sorties. Sur TikTok, alors, c'était la magie. Pour dire que les Bamileke ont créé l'insécurité dans le centre-sud depuis qu'ils sont nombreux. Les Bamileke viennent de partout, ils étouffent les gens, ils volent partout, ils font de ceci, ils font cela. On a attaqué des gens. On a violenté des populations innocentes en présence de la police, de la gendarmerie. Ce qui s'est passé par la suite, c'est quoi? Est-ce que ces gens ont été dédommagés? Non. 4-5 mois après, on se rend compte que celui qui était à l'origine de ces crimes-là s'appelle encore Zoa quelque chose, Idriss, quelque chose comme ça, ou c'est Isaac. Boulou. C'est un enfant du village qui a fait ça. Les Bamileke, maintenant qu'on a chassé, on fait quoi de ceux-là? Est-ce qu'on a dédommagé ceux-là? Non. Ce sont des êtres inférieurs. Ils vont se battre pour reconstruire leur boutique. C'est ce qui s'était passé à Memvele. Même chose. On a attaqué les Bamileke, cassé leur boutique, parce qu'on avait retrouvé un corps à côté du fleuve. Les pêcheurs et tous ces gens-là sont sortis, ils ont attaqué les Bamileke. Plus tard, ils ont commencé à dire que non. Et on se rend compte après que ce n'étaient pas les étrangers, les autochtones, les allogènes comme ils disent. Non, pas comme ils disent. Comme le dit la constitution du Cameroun. Parce que le désordre vient de là. À l'intérieur même de ton propre pays, il y a ceux que tu as mis dans le camp des étrangers, ceux que tu as mis dans le camp des autochtones et blabla. Et c'est dans notre constitution. Qu'est-ce qu'on a fait de ceux-là? On s'est rendu compte après que c'était un conflit au sein de leur propre famille. Et que c'est son oncle qui était à l'origine de l'assassinat de son frère. Mais on avait déjà attaqué les Bamileke partout. C'est la seule zone dans le Cameroun où le Bamileke se sent en insécurité. Même les nordistes qui sont louants là-bas, les Bamileke vivent là-bas en paix. Au Grand Nord, ils vivent là-bas en paix, qui est loin, 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 loin là. Où il n'y a même pas de mariage. C'est-à-dire que c'est quelque chose quand même de curieux. Il y a très peu de mariages entre Bamileke et nordistes. Mais les ressortissants Bamileke qui se trouvent au nord mènent leur vie paisiblement. Ils n'ont pas de problème avec les gens. Mais la population, la tribu qui se marie le plus avec les Bamileke, ce sont les Ekans. Malgré tout ce que vous entendez là, ils font des enfants tous les jours. Mais dès qu'il y a le moindre problème, on les entend sortir pour attaquer les Bamileke. Donc, voilà ce qui se passe. Ce qui va se passer, c'est quoi? C'est ça exactement. Il faut donc faire cette démonstration de force. Montrer que nous sommes le plus nombreux possible derrière le président élu Maurice Kamto. C'est ça qui va donner la force et la légitimité pour qu'il rentre au Cameroun le moment venu prendre le pouvoir. La mobilisation du 31 mai va faire que même ceux-là même qui se disaient peut-être que Kamto n'est plus très populaire, quand ils vont voir cette masse-là, cette foule qui va venir de partout dans le monde,
la France va prendre note, sachant que si il y a une alternative au Cameroun, sans intégrer Maurice Kamto à l'intérieur, ça ne se fera pas, parce que le peuple sera derrière lui. Deuxième chose, c'est que Yaoundé même, à travers ce message fort, c'est un message fort et puissant que nous allons envoyer à Yaoundé pour leur dire, il est temps de déguerpir. Pliez vos bagages, partez. Abeguna Pakakugo, comme dit Richard Bonan. Pliez vos bagages, vous allez partir même par la force. Même par la force, vous allez partir. Il est temps de plier bagages. Donc, ce qui est en train de se passer là, ne l'oubliez pas. Ce qui est en train de se préparer, vous allez voir bientôt. Continuez votre bavardage. Vous allez voir ce qui va se passer au Cameroun. Que ces gens-là se détrompent. Publication de la liste électorale nationale, c'est quelque chose de très important. Nous allons insister là-dessus. Il faut donner la force. Et qui donne la force? C'est le peuple. Qui donne la force et la légitimité à un leader pour aller s'exprimer en son nom. Et c'est ce que nous faisons avec le président Maurice Kamto. Donc, j'étais en train de dire tout à l'heure, n'oubliez pas, après 92, il y a eu les élections quoi, en 97, il y a eu des élections, mais il faut savoir que cette période de vide entre ce qui s'est passé en 1992, bonjour Mafolor, bonjour Asibi, bonjour Général Magneto, ce qui s'est passé entre 1992 et 2018 avec l'arrivée du leader charismatique Maurice Kamto, c'est quelque chose de très différent, c'est historique. Parce que depuis qu'on a perdu Ni John Fundi en 92, le reste là, ça ne comptait plus. Hein. Ça ne comptait plus. Ça ne comptait plus parce qu'on savait que Ni John Fundi n'était plus un vrai opposant après 92. Donc ce qui s'est passé là, c'était la chute, la dégringolade progressive. Ce qui s'est passé là, c'était ça, la dégringolade progressive. Donc plus personne ne croyait en lui. Et pendant ces périodes-là, non. Biya, même s'il bourrait les unes, Biya gagnait parce qu'il n'avait pas d'adversaire. Dites-moi qui était l'adversaire de Paul Biya en 97 aux élections. Il n'y avait personne. Ni John Fundi, on sait que c'est une marionnette. Les gens ne s'intéressaient même plus. Les gens même disaient que bon, Beta, comme on sait que Paul Biya, Beta, on vote même Paul Biya. Au moins, celui, il nous garantit la paix. On continue avec lui. Non, 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 Biya a gagné ces élections. Simplement parce qu'il n'y avait pas de candidat, il n'y avait pas d'adversaire. Il n'y avait pas de candidat sérieux capable de véritablement le challenger. Ça n'existait pas. En 2004, Biya gagne ses élections. Parce qu'en 2004, il n'y a plus personne. Biya a neutralisé l'opposition. Ayant neutralisé l'opposition, mais les gens ont été obligés de se plier en quatre devant Paul Biya. En 2011, c'était pareil. Il y a eu leur connerie qu'ils ont appelé le groupe le G20 et toutes ces conneries-là et tout, avec les Marafa Midou Yaya qui commençaient à lorgner son pouvoir. Et quelque part, ils se disaient, ces gens-ci peuvent être dangereux. Ils ont été progressivement neutralisés. D'autres emprisonnés, tous ces trucs-là, d'autres en exil et tout ce que vous voulez. Biya n'avait pas d'adversaire. En 2011, le MRC créé en 2012, et le véritable adversaire ici, c'est Maurice Kamto à partir de 2018. Il a fait ses preuves en 2018. Et en 2018, il gagne les élections. Il traîne le Cameroun à la Cour constitutionnelle. Il se bat, il met en place ce qu'on appelle le plan national de résistance. Il se bat jusqu'au bout pour réclamer sa victoire. Et de 2018 à 2025, il est resté constant. Il a fait grandir le parti MRC. Il est resté auprès des populations camerounaises quand il y avait des accidents. Quand il y a des problèmes dans le Nozo. Quand il y a des problèmes avec Boko Haram. Le président Maurice Kamto est toujours présent
Le président Maurice Kamto a tout donné. Le président Maurice Kamto s'est investi à fond. Il a plus de 500, 700. Le MRC a fait les tours des villages. Le MRC a construit des écoles. Le MRC a fait des routes, a fait des, comment on appelle, a offert des tables bancs, a construit des écoles, a offert des forages. Allez voir un parti politique qui n'a presque rien du tout, qui se débrouille. Un parti politique de l'opposition, donc qui n'a pas les moyens de l'État. Mais avec le peu qu'ils ont, regardez ce qu'ils ont été capables de faire. Ça veut dire demain, s'ils ont les moyens de l'État, ils vont faire 100 fois plus. Ils vont développer le Cameroun. Regardez comment ils travaillent dur. Non, monsieur Kamto, c'est quelque chose. Le père là souvent me fait pitié. C'est très dur. On vous donne le planning journalier seulement, la charge de travail journalier de Maurice Kamto, vous pétez un câble. Si vous n'êtes pas un homme d'un certain niveau, vous ne pouvez pas tenir. Il dort à peine 3 heures par jour. 3 heures à peine, ce monsieur. Dossier Bakassi, n'oubliez pas, hein, malgré tout le bavardage que vous voyez de l'État du Cameroun qui parle là. Celui qui suit ce dossier jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours Kamto. Hein. Vous avez vu récemment, non? Il y avait des incursions répétées de l'armée nigériane qui a même d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui pris le contrôle de la partie Bakassi. Parce que quand on récupère une partie du territoire, en tant qu'État responsable, qu'est-ce qu'on fait? On sécurise la zone. On crée une vie dans cette zone-là. On crée des écoles, des centres de santé. On crée des routes. On donne de l'emploi aux gens. On pousse les populations camerounaises à aller s'installer dans cette zone-là pour occuper le territoire. Non, on a récupéré un territoire. Et ce territoire-là, on l'a encore laissé aux Nigérians. Parce que c'est les Nigérians qui font la loi encore à Bakassi. Alors que sur les papiers, ça appartient au gouvernement camerounais. C'est une terre camerounaise sur les papiers. Et Maurice Kamto, quand il voit ça, il se dit, mais voilà mon travail, voilà tous mes sacrifices. Récemment, vous avez vu, il allait remettre un rapport à la présidence en leur disant, donnez ça au président de la République. Parce que je suis comme ça en train de remonter toutes les dernières informations en ce qui concerne Bakassi. Même ceux qui sont là, qui sont payés, censés gérer ce dossier, ne sont même pas au courant de ce qui se passe. Même les Nigérians, quand ils veulent parler Bakassi, ils se réfèrent à Maurice Kamto. Les gens ont fait des vidéos partout. Kamto allait prendre l'argent des fêtes. Comme c'était en décembre, Kamto avait faim chez lui, ça n'allait pas, il allait supplier et tout dit pour avoir de l'argent. Ces gens-là ne pensent pas État, ils ne pensent pas patrie. C'est des gens haineux. Ils ne pensent pas Cameroun. Ils ont multiplié des vidéos partout pour insulter Kamto. Kamto a faim, il allait demander l'argent à Paul Biya. Voilà ce qu'ils ont dit. Vous vous rendez compte? Donc, regardez son engagement politique en tant que leader d'un parti d'envergure nationale comme le MRC. Regardez le travail, sa charge de travail en tant que président national du MRC. Celui-là qui gère le dossier Bakassi. Celui-là qui doit résoudre les problèmes de ses militants. Celui-là même qui est père de famille. Le même Kamto qui est toujours avocat et qui gère des grands dossiers dans de grandes structures. Le Kamto chef d'entreprise. Mais c'est terrible. C'est quelque chose d'énorme. C'est pour ça que quand vous voulez distraire Kamto avec les dossiers qui ne sont pas importants, il ne parle pas. Non seulement parce qu'il a cette attitude d'un leader charismatique qui ne parle pas pour parler, mais qui parle pour dire des choses pertinentes, mais il y a aussi le fait que Kamto n'a même pas le temps. Il est en train de réfléchir. Regarde, il travaille avec des gens qui vont créer un nouveau tissu industriel au Cameroun pour un nouveau système de santé. Il travaille sur des dossiers lourds. Les industries camerounaises. Comment relancer l'économie. Un pays en lambeaux depuis pratiquement les 20-30 dernières années. Biya a tout mis à terre. Il travaille sur des lourds dossiers comme ça. Il écrit ses propres livres.
Mais vous croyez qu'il prend le temps où ce monsieur-là pour venir débattre d'une affaire, il va venir comme ça, parler d'une affaire de je ne sais pas, il y a tel qui a dit que tel. Il ne gère pas le Congo ça parce qu'il a des dossiers importants. À peine 3 heures de sommeil par jour. C'est important. Les dossiers qu'il gère sont des dossiers des dossiers sensibles dont les gens n'ont même pas idée. Vous croyez que quand on perd le temps, il est là, il contrôle, il regarde, il a les... Mais vous imaginez toute la charge. Qu'est-ce que le père là a fait aux gens? Ne regardez pas ceux qui ne veulent pas de Kamto ou qui n'aiment pas Kamto. Peu importe les raisons. Demande-toi, j'aime Kamto, je veux que Kamto dirige le Cameroun. La question que tu dois te poser est très simple. Qu'est-ce que je fais concrètement à mon niveau pour aider Kamto à accéder au pouvoir? Voilà toute la question. Tout le reste là ne sert plus à rien. Si vous croyez que aimer Kamto, c'est aller sur les réseaux sociaux, dès qu'on n'est pas d'accord avec Kamto, vous partez insulter, vous vous trompez. Vous vous trompez. Il faut qu'on vous dise les choses très clairement. Et je l'ai dit ici, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, tous ces bavardages-là. Ça ne sert à rien. Je veux que Maurice Kamto prenne le pouvoir. Tous les jours, je vois des jeunes qui parlent d'inscription sur les listes électorales. Je vois les blogueurs, les activistes et tout ça qui parlent d'inscription sur les listes électorales. Ah, mais qu'est-ce que je fais? Si je veux vraiment aider Maurice Kamto, si je veux vraiment le pousser à prendre le pouvoir, qu'est-ce que je fais? Alors, je m'en vais m'inscrire sur les listes électorales. Le moment venu, je retire ma carte, je vais aller voter. Je vais surveiller et je vais le défendre. S'inscrire, voter, surveiller, défendre au besoin mon vote. Voilà ce qu'il faut faire quand on soutient Maurice Kamto. Tout ce qui est autour là, c'est le bavardage. Dès que tel n'est pas d'accord avec Kamto, on dit non, les quoi là, où c'est les Kamtosa, les Tontina, les Hibou, je ne sais pas trop quoi. Non, allons défendre le président élu. Tu pars courir sur Facebook insulter quelqu'un parce que il ne partage pas la vie de Kamto, mais son droit, il n'est pas obligé d'être d'accord avec Kamto. Toi, qu'est-ce que tu fais pour soutenir Maurice Kamto? Il faut aller t'inscrire, voter Maurice Kamto. C'est cette arme-là qui va te permettre demain de dire que je réclame mon vote parce que c'est légitime. Tu vas sentir en toi cette légitimité de te dire non, je me lève pour me battre pour quelque chose qui est de mon droit. J'ai fait mon devoir de citoyen. J'aimerais que ce droit-là soit respecté. Voilà exactement ce qu'il faut faire. Vous avez vu la preuve ici en diaspora. Je suis allé 5-6 fois devant l'ambassade. Récemment encore, j'y étais. Je suis allé un mardi, je suis allé un jeudi. Je suis allé, j'ai pris la caméra comme ça devant l'ambassade. J'ai dit, voilà les fonctionnaires de l'ECAM, je ne sais pas quoi là. Les employés de l'ECAM. Les employés de l'ECAM sont au chômage. Ils sont au chômage parce qu'il n'y a personne qui vient s'inscrire. Comment se fait-il qu'en France, en Île-de-France seulement, on a plus de 70 000 Camerounais en situation régulière? Peut-être 50 à 100 000 encore en situation irrégulière. Les Camerounais sont là, mais ils ne veulent pas se mobiliser. Allez les voir, allez voir maintenant le club Tarot, c'est le dimanche. Allez voir comment c'est terrible partout. Les gens mangent le tarot partout. Quand tu pars là-bas, tu leur demandes, est-ce que vous avez votre carte? Vous allez voter bientôt? On va faire comment? Mais dès que tu dis Kamto, oui, Kamto. Kamto, non, le père là est fort. Mais le père là est fort en quoi vous l'aidez? Comment vous le soutenez? Le 31 mai là prochain, on ira à Place de la République. Il y aura 20 000, 30 000, 40 000 personnes pour voir le grand héros Maurice Kamto. Imaginez s'il pose la question là-bas, qui de voir sa carte de vote? Sortez votre carte comme ça, vous montrez. Les gens ne vont pas être capables de montrer.
Parce que chez nous, on ne sait pas soutenir quelqu'un. En dehors de soutenir Maurice Kamto, c'est avant tout un devoir citoyen que tu dois accomplir étant fier de le faire. Ils vont toujours dire que nous, on est avec Kamto, on aime Kamto. Vous aimez Kamto comment? Qu'est-ce que vous faites concrètement quand vous dites aimer Kamto? Non, quand on dit aimer quelqu'un, on se bat à faire des choses, voilà. Quand on dit aimer quelqu'un, ce n'est pas de la bouche, c'est avec les actes. Donc, on se met en rang de bataille, on se mobilise. D'ici peu, nous allons faire le nécessaire. Excusez-moi. Il va falloir se mettre au travail. Tout le monde. Tout le monde doit se mettre au travail. Donc, voilà le petit message que je voulais passer. Merci à ceux qui ont pris le temps de regarder ce live. Malheureusement, je ne pourrais pas donner la parole sur TikTok. Là, je suis à 8%. Mon téléphone me signale que je suis à 8%. Ça va s'éteindre. C'est ça, Béni Nobel. Il faut s'inscrire, il faut voter. C'est ça. On s'inscrit, on vote. On a encore un mois. Le mois prochain, au mois de juin, ça va s'arrêter. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir se mobiliser. Soyez nombreux le 31 mai. Soyez nombreux. Il faut qu'on soit nombreux à ce grand rendez-vous. Qu'on se batte jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Pour porter Maurice Kamto au pouvoir. Qu'on se batte jusqu'au bout. Merci vraiment à vous. Merci à mes amis de TikTok. Merci à mes amis de Facebook. C'était Bertie le Kamite, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avancent malgré les vents contraires. En espérant que ça vous a plu, vie, force, santé à vous, pluie des bénédictions ancestrales. C'était Mumbe Sombumbon, notable de Dieu que je suis, porteur et propagateur du savoir ancestral, descendant de la dignité de ceux qui n'ont jamais trahi. Merci à vous encore et très bonne journée. Bon dimanche.